Un ministre de l'Éducation qui dénonce des bobards sur Internet. Et c'est vrai que sa réforme suscite bien des rumeurs dont certaines font le buzz de façon fantaisiste. Mais peut-on pour autant les taxer de fake news? Et le ministre a-t-il raison de contre-attaquer? Nous avons mené l'enquête et voici les indices. Une mobilisation sur les réseaux sociaux autour de la question de l'école maternelle et de la disparition des directeurs d'école. Entre d'un côté le ministre qui parle de bobards et de l'autre ceux qui répondent que les bobards viennent de lui. C'est une vraie guerre de communication que nous passerons au crible. Une guerre qui passe aussi par la bataille de Verdun, dont la rumeur de fin de son enseignement a subitement ému toute une classe politique qui s'est mise à tweeter de façon frénétique. Mais comment faire le tri entre les vrais bobards, les fausses informations et les mois légitimes sur un sujet sensible et hautement symbolique comme celui de l'éducation? Hashtag ira soumettre le résultat de cette enquête à Luc Sedel, spécialiste de l'éducation, journaliste au Monde et habitué à faire la part des choses sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, premier indice, alors que la loi sur l'école suscite des protestations, le ministre passe soudain à la contre-attaque. Derrière le président, il y a une fresque qui nous invite en permanence à réfléchir sur l'enjeu de la vérité. C'est un tableau de Raphaël où on voit Platon pointer son doigt vers le haut, Aristote pointer son doigt vers le bas. Et c'est une réflexion d'une époque qui avait pour amour la recherche de la vérité. Notre époque est malheureusement trop caractérisée aujourd'hui par la désinformation et elle pourrait être qualifiée de l'ère des bobards. Parce qu'en effet, au cours de la semaine dernière, nous avons vécu sur chaque article de la loi la désinformation la plus absolue sur chacun des points. L'ère des bobards. Et cela se passe bien sûr sur les réseaux sociaux, comme on va le voir de suite avec Benjamin Grange de Dentsu Consulting. Benjamin, bonjour. On ne va pas vous demander de trancher sur les bobards ou pas. On verra ça plus tard avec nos autres invités. Mais à voir la riposte de Jean-Michel Blanquer, on se dit que ça a buzzé sur les réseaux sociaux. Est-ce le cas ? Alors oui, c'est le cas. On commente beaucoup le sujet Blanquer et le sujet de l'éducation. C'est presque 380 000 mentions qui existent et qui traitent de ces sujets depuis un an. Alors si on regarde, si la régie peut nous mettre la courbe. Mais bien sûr, Schlack. En fait, là on voit la courbe sur un an. Le 19 février commence évidemment l'adoption de la loi avec 555 députés. Là, on commence à voir les choses très largement s'amplifier. On voit que effectivement, la question de l'éducation surgit régulièrement dans les débats. Un pic avec la loi. Est-ce que ce buzz, il est négatif? Alors en fait, si on regarde la courbe des sentiments, c'est-à-dire la manière dont on parle des sujets où est mêlé Jean-Michel Blanquer depuis un an, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de plus en plus, les choses deviennent, je ne dirais pas forcément négatives, mais plus dans l'inquiétude, plus dans la crainte. Et finalement, on a, si on remonte un peu le temps, en mars 2018, un ministre qui est hyper populaire, pas forcément avec une grande notoriété. D'accord. Il y a en un an, on passe de hyper populaire à plutôt impopulaire. Oui, il y a un an, souvenez-vous, c'est un ministre qui est plébiscité par les Français pour sa compétence. On dit que c'est un ministre qui est très expert, qui est courageux, qui a une confiance a priori, et donc à qui on fait, qu'on soit d'ailleurs plutôt de droite ou plutôt de gauche, à qui on fait le crédit de quelqu'un qui va faire les réformes en profondeur. Et puis, au fur et à mesure que la réforme finalement prend corps, que l'on s'approche finalement de la loi, eh bien les craintes commencent à poindre. Et d'ailleurs, c'est pas qu'avant il n'y avait pas de critiques, c'est que simplement elles étaient peu entendues, elles étaient peu audibles. Oui, parce que là on est passé à plus critique, avec une question quand même, c'est de qui viennent ces critiques sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça vient des enseignants qu'on a vu manifester dans la rue? Est-ce que ça vient aussi de certains parents d'élèves qui protestent? Alors là, on a un graphe qui est intéressant qui montre finalement de qui ça émane. Et on s'aperçoit que majoritairement, c'est Twitter. Ah oui, c'est dingue. Tout est sur Twitter. Toutes les critiques sont sur Twitter. Et d'ailleurs, quand on regarde la partie verte, qui est la partie importante, qui est la partie journaux, on s'aperçoit en fait que c'est souvent les journaux qui vont amplifier un certain nombre, ou qui vont faire l'écho d'un certain nombre de choses sur Twitter. Donc les deux s'amplifient. Alors,
là où derrière c'est important, c'est que Twitter, c'est le média des corps intermédiaires, des corps constitués, c'est le média des leaders d'opinion. Des gens politisés, quoi. Des gens politisés. Donc on voit très bien derrière que on va trouver une action militante. Et qui on va trouver? On va trouver évidemment l'ensemble des syndicats enseignants, et puis évidemment dans la file, les syndicats de parents d'élèves. Et les critiques, elles portent sur quoi concrètement? Je crois que vous avez un nuage de mots aussi. Alors il y a un hashtag qui est intéressant, qui est Stop Mépris. En fait, on critique un peu comme Macron, quoi. Il est méprisant, alors Blanquer, en fait, on critique la méthode. On critique la méthode Jean-Michel Blanquer, dont on peut considérer parfois, en tout cas c'est tel qu'il est perçu, qu'il passe un peu en force. Et donc forcément d'un passage en force, qui est quelque chose qui peut être vu parfois comme positif, parce que c'est une manière de gérer le changement, eh bien on passe là sur une notion qui est « il ne nous écoute pas, donc il nous méprise ». Par contre, il n'y a pas le mot bobard. Hein, il n'y a pas le mot bobard. Qui a été employé par le ministre, là on l'a perdu. Non, en fait, il ressort pas tellement, puisque ça, c'est les conversations qui parlent d'enseignement, dans lequel on cite évidemment Jean-Michel Blanquer. D'accord. Bon, merci beaucoup, Benjamin. On retrouve maintenant nos autres invités pour comprendre les ressorts de cette guerre inédite de communication. Raza Khelafi, spécialiste du numérique et de la communication, vous avez accompagné Najat Vallaud-Belkacem pendant 5 ans. Najat Vallaud-Belkacem qui a occupé le poste de ministre de l'Éducation avant Jean-Michel Blanquer et Jean-Baptiste de Froment. Vous avez été conseiller éducation de Nicolas Sarkozy et auteur d'ailleurs d'un livre, un superbe roman, État de nature, qui raconte la vie politique, mais où il est moins question d'éducation, c'est la vie politique en général. Alors, je voulais savoir ce que vous inspirait cette charge sur les réseaux sociaux face à la loi Blanquer, Raza Khelafi. Quand vous entendez ça, vous vous dites quoi? J'ai vécu pareil. Non, on a vécu la même chose ou c'est pire qu'avant? Ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on est beaucoup mieux outillé pour voir en fait le volume des messages, où est-ce qu'ils se situent, d'où ils émanent. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises et les entreprises de communication notamment sont très bien équipées. Et on se dit qu'en 2012, en 2013, quand on commençait en fait tous ces fake news, notamment autour de la théorie du genre, on aurait aimé voir les signaux faibles. On travaillait de manière très artisanale par rapport à ce qu'aujourd'hui on peut faire. Vous êtes d'accord, Jean-Baptiste de Froment, quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous vous dites c'est pire qu'avant ou finalement pas si pire que ça, parce qu'on a toujours connu des polémiques très violentes sur l'éducation? On a toujours connu des polémiques très violentes, mais là, moi j'ai connu une époque d'avant Twitter, clairement. Oui, c'est vrai, 2007, l'ancien temps. Vraiment la préhistoire. Et c'est vrai qu'on n'avait pas cette possibilité pour tout commentateur, de devenir lui-même son propre média, de diffuser comme une traînée de poudre des informations non vérifiées. Et donc ça, je pense que c'est quand même un surcroît de difficulté pour le décideur politique. En l'occurrence pour le ministre actuel sur ce sujet de l'éducation qui est, comme l'a dit Benjamin Grange, qui suscite énormément de réactions. Alors la question c'est des réactions de quelle nature, puisque le ministre parle de bobard, on l'a entendu, mais à quoi s'applique ce mot exactement? On rentre dans le détail. Progressivement, nous allons avoir une transition de ces jardins d'enfants vers l'école maternelle. Et donc, c'est un renforcement de l'école maternelle. Donc, dire le contraire est un bobard. Deuxième élément, le deuxième exemple extrêmement parlant. On dit que l'établissement public des savoirs fondamentaux conduirait à supprimer des écoles rurales. C'est faux, c'est un bobard, c'est l'inverse. On dit que c'est fait pour supprimer les directeurs d'école ou pour les affaiblir. C'est un bobard. Bobard. On a entendu la vérité du ministre. Maintenant, celle de ses détracteurs, telle qu'elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux, avec d'abord un petit dessin qui a beaucoup circulé avec la maternelle publique financée par l'État à gauche et à droite, celle après la réforme où l'État finance le public comme le privé, une fois que la maternelle est devenue obligatoire. Un gros cadeau de l'État à l'enseignement privé, dénonce la FCPE, là aussi dans un tweet très repris. Un reproche qui revient dans ce tract qui lui aussi a beaucoup circulé chez les parents d'élèves. L'école publique va disparaître, disparition de la maternelle. Alors évidemment, la maternelle ne va pas disparaître. Est-ce pour autant un bobard? Un indice avec ce tract des enseignants AFO qui dénonce la disparition de l'école maternelle?
de la République. En clair, ce mot de la République change tout, c'est-à-dire que ce qui disparaît, c'est l'école maternelle de la République. Et quant à cette enseignante, là aussi un poste assez emblématique, puisqu'elle nous dit « Ne soyons pas dupes, leur objectif est de supprimer peu à peu l'école maternelle et de la privatiser, ce qui était déjà dans les cartons de Nicolas Sarkozy ». Une réaction de l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy? Alors là, la maternelle a toujours déclenché des fantasmes et on annonce de façon assez régulière sa disparition. Là, je trouve que dans le débat là, qui a lieu sur les réformes, qu'on soit pour et contre, on est vraiment là sur ce qui est le plus proche de la fake news ou du bobard absolu, quoi. Parce que en plus, pratiquement tous les partis politiques avaient dans leur programme de rendre obligatoire la scolarité dès 3 ans. C'est quand même un petit peu, d'ailleurs, le contraire de la suppression de l'école maternelle, puisque maintenant, on la rend obligatoire, on rend l'instruction obligatoire pour tout le monde. Et en fait, il y a une sorte de dommage collatéral, entre guillemets, qui est que si on la rend obligatoire, comme on a la loi Debré et comme on doit accorder des moyens au privé également, on est obligé de financer un peu l'enseignement privé en plus. Mais y compris le parti... C'est un fake news, c'est de l'ordre de la fake news politique, quoi. Pour vous, c'est ça? Là, moi, tout à fait. Là. Quand vous voyez ces réactions... Sur ce sujet-là, oui. Sur ce sujet-là, oui, sans hésiter. Vous êtes d'accord? Ou quelque part, disparition de l'école maternelle de la République, c'est un raccourci, mais ça se justifie? Ça s'appuie quand même sur un passif, c'est-à-dire que avant 2012, il y a eu notamment la sortie de Xavier Darcos sur ce qu'il faut avoir un bac+5 pour changer les couches des enfants. Et oui, une petite phrase, ça vient pas de nulle part, ces inquiétudes-là. Et si effectivement il y a... On est dans la situation où c'est une fake news absolue. Pourquoi cette mécanique de com autour du mot bobard qui fait très spin, très pirouette de communication pour englober un peu l'ensemble des sujets Pour vous, il peut y avoir un procès d'intention légitime. Vous dites que ce n'est pas tout à fait une fake news, c'est des craintes qui peuvent être légitimes. Ce qui déclenche aussi toute cette vague sur l'école maternelle, c'est l'introduction d'un amendement, ce qui signifie qu'à un moment donné, les choses n'ont pas été discutées en amont avec les syndicats, avec les parents d'élèves. Et ce que montrait Densou auparavant, c'est quand même la bronca, elle se situe beaucoup du côté des parents d'élèves, des syndicalistes qui réagissent en fait à ces amendements-là. Donc quelque part, la réaction du ministre balaye tout cela d'un revers de la main. Et je pense que ce qui se passe aussi, et ce qui est dommageable pour le ministre, c'est que ça vient en porte-à-faux par rapport à son slogan qui est l'école de la confiance. Et quelque part, en fait... Alors qu'il est un peu face à une défiance. Il est face à une défiance et quelque part, il a peut-être nourri dans sa gestion, on dirait aujourd'hui jupitérienne de... D'accord, il est jupitérien lui aussi. Mais alors c'était intéressant que vous disiez, quand il dit bobard, en fait, il amalgame tout. Et ça, vous avez l'air de trouver que c'est quoi? C'est malhonnête ou c'est de la bonne com malhonnête ou de la mauvaise com, on va dire? La bonne com, elle se juge en fait au résultat que l'on obtient quelques mois après. J'ai l'impression qu'effectivement, le mot bobard, c'est un peu la pirouette de com, ce que les anglo-saxons appellent le spin. Donc ça marche en termes d'écho, ça génère énormément d'écho et beaucoup de retours médias. Mais quelque part, en fait, il accuse ses interlocuteurs, qui sont en l'occurrence les enseignants et les parents d'élèves, de mentir. Est-ce que c'est une bonne façon de faire ? Ça génère énormément de frustration et de colère parmi les enseignants. On y reviendra. Oui, un commentaire là-dessus, vous êtes d'accord ou... Alors, je pas pense tout à fait. C'est quand même un conseiller de Najat Vallaud-Belkacem, de gauche, un ancien plutôt de la droite. Est-ce que vous êtes d'accord sur le diagnostic concernant le ministre actuel? Non, enfin, moi je pense que c'est assez dangereux, effectivement, d'utiliser le terme de bobard, qui est un peu la traduction en français de fake news. Comme il est ministre de la République française, il essaie d'éviter de reprendre le mot fake news. Mais je pense que... Ou vous pensez qu'il invente ce mot pour d'autres raisons? Moi, je crois qu'il essaye de soulever l'imaginaire, lié à fake news, mais qui ne veut pas utiliser le mot fake news parce que c'est trop anglo-saxon. Et je trouve que c'est toujours un tout petit peu dangereux en termes de communication, parce que c'est l'arme nucléaire. Ça consiste à jeter le discrédit sur son adversaire en disant « c'est même pas la peine de l'écouter, il raconte n'importe quoi ». Et donc on n'est plus
dès qu'on franchit ce cap, on n'est plus dans un dialogue et dans une argumentation où on peut point par point démonter le moment où l'adversaire dit quelque chose. Donc là, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bobards et qu'il n'a pas raison d'appeler bobard un certain nombre de choses, mais c'est vrai que ce terme englobant qui jette le discrédit sur l'adversaire, on peut se le reprendre en boomerang. Parce qu'effectivement, la réponse de l'adversaire, c'est bobard toi-même. Voilà, bobard toi-même. Vous ne croyez pas, je viens de dire. Parce qu'après cette sortie très remarquée, alors il y a eu plusieurs étapes assez intéressantes. Jean-Michel Blanquer va à la radio où il tente d'abord, tout en répétant le mot bobard, de pacifier les choses, notamment sur la crainte de la disparition des directeurs d'école, suite à l'annonce de créer des pôles qui rassembleraient des écoles primaires et des collèges. Là aussi, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. On l'écoute. Mais tout le monde peut regarder les débats parlementaires que nous avons déjà eus, où j'avais déjà dit ça, mais je le dis maintenant de manière peut-être plus solennelle. Il faut un consensus local, et donc quand il n'y en a pas, on ne fera pas les établissements des savoirs fondamentaux. Ce ne sera certainement pas la majorité des cas. Voilà, donc là, il parle de consensus. On a l'impression qu'il cherche à apaiser, mais ça ne l'empêche pas d'être très virulent face à une députée de la France Insoumise. Votre intimidation est aussi médiatique. Quand vous insinuez que les professeurs et les élus colportent des bobards, ou quand vous reprochez aux syndicats d'expliquer vos réformes. Monsieur le ministre, à moins que le dernier remaniement ne vous ait confié le ministère de la Vérité, pourquoi ne pas écouter la détresse et l'expertise de celles et ceux qui sont les véritables premiers de cordée de votre administration? Il y a quelque chose de fascinant dans votre intervention. Si vous étiez professeur dans une discipline, ce serait peut-être l'herméneutique, cette science de l'interprétation où on arrive à faire dire des choses parfois à des langues anciennes. Chacun peut comparer ce que vous étiez dans les discussions sur la loi, chacun peut comparer la réalité de la loi à ce que vous venez de dire. Et l'espèce de caricature à laquelle vous vous livrez, en effet, relève de ces bobards dont j'ai parlé la semaine dernière. Vous parliez du mot bobard qui revient en boomerang. Alors on voit qu'il est repris par les députés. Il est repris aussi sur les réseaux sociaux. Pour connaître l'avenir de l'école, mieux vaut un bon mage que les bobards du ministre. Ça, c'est sur le mode ironique de la part de certains groupes de parents. Quant au syndicat enseignant FSU, il a visiblement mal pris le mot bobard, très mal. Certains affirmaient que notre acte était plein de bobards. Cet article prouve le contraire. Ou alors le SNES FSU qui taxe carrément Blanquer de Master of Bobard. Donc c'est effectivement un petit peu l'arroseur arrosé. Ce que vous évoquez, la question qui se pose, c'est quand il utilise ce mot et quand il cherche aussi un moment à pacifier, à qui il s'adresse? Est-ce qu'il a une seule communication ou est-ce qu'il a deux discours, un vis-à-vis du grand public où il apaise sur France Inter et puis un plus ciblé? Enfin voilà, comment tout ça s'articule selon vous? Moi je pense qu'on ne peut jamais jouer un public contre un autre. Donc on ne peut notamment pas jouer les parents d'élèves contre les professeurs ou les syndicats parce que ça finit toujours un peu par se retourner. Je ne le vois pas d'ailleurs tellement forcément différencier les publics. Vous pensez quoi, qu'à un moment il apaise un peu, mais que quoi, enfin, il apaise tout en employant le mot bobard en pensant que c'est sans se rendre compte peut-être de l'agressivité et des réactions que ça suscite, c'est ça? Je crois qu'il est très énervé parce que ça fait quand même des mois qu'il répète les choses et que ça ne passe pas. Enfin, il fait face. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand même le milieu d'éducation, c'est un milieu un peu particulier et un milieu en fait un peu d'intellectuel où les gens. Je ne pense pas, je raconte pas véritablement des bobards, mais ils fantasment, ils ont des peurs, ils ont des paranoïas, ils poussent à la limite, ils radicalisent les raisonnements. Parce qu'on a vu tout à l'heure sur l'intention cachée derrière, finalement. C'est ça, ils s'interrogent sur les intentions. Chaque fois qu'on parle d'une mesure, eh bien, l'enseignant de base, il va tirer le fil jusqu'au bout en disant, vous voyez, c'est le démantèlement de l'éducation. On finance le privé, donc c'est la fin de la maternelle, etc. Il pousse à la limite. Et donc, on est dans un milieu où il y a plus d'irrationnel, paradoxalement, que quand on est dans l'industrie. Et c'est plus facile de négocier avec la CGT parce que là, un sou est un sou, et donc on parle de concret, qu'avec des syndicats enseignants qui ont toujours une vision un peu trop conceptuelle des choses. Conceptuelle et politique. Vous êtes d'accord sur cette analyse? Et puis sur la réponse du ministre aussi, un commentaire? Très franchement, je pense que le mot bobard a vraiment sans doute échappé au ministre, où il a dû penser que ce serait une très bonne idée, un peu chiracienne, avec le mot abracadabrantesque qui avait été sorti par Jacques Chirac, qui permettrait de masquer ou de faire un sorte d'écran de fumée. Et qui effectivement, ça lui revient en boomerang et il va le traîner pendant un certain temps. Donc je ne pense pas que ce soit une très bonne opération.
C'est intéressant de comparer d'ailleurs avec la communication qu'a vue Najat Vallaud-Belkacem à propos d'un sujet là où ça avait énormément fait parler, c'était les fameux abécédaires de l'égalité, vous vous souvenez, qui étaient censés vouloir enseigner, je cite, la théorie du genre à l'école. Début 2014, Farida Belgoul lançait une journée du retrait de l'école via les réseaux sociaux et côté politique, on se déchaînait aussi. On ne sait pas s'il faut sourire, mais comme c'est nos enfants, on n'a pas envie de sourire. Alors vous voyez les dessins, voilà, donc on tourne les pages, à poil le bébé, à poil la babysitter, à poil les voisins, je tourne les pages, à poil la mamie, à poil le chien, à poil la maîtresse, vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. À poil la chanteuse, nous avons à poil le docteur, à poil le président, directeur général. Ah bah oui, bien sûr. C'est le pire. Voilà, tous à poil. Quant à Najat Vallaud-Belkacem, eh bien, elle réagissait, mais alors pas sur cet exemple précisément, hein, sur d'autres, en expliquant que voilà, le livre Papa porte une robe ne serait pas au programme des abécédaires de l'égalité, et puis en prenant la parole d'une façon plus globale quelques jours après la fameuse journée de retrait de l'école. La théorie du genre 1, ça n'existe pas. C'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde le craint, mais personne ne l'a jamais vu. Ça n'existe pas. Il y a des études de genre qui sont menées par des chercheurs dans des disciplines diverses qui permettent de voir comment les inégalités sociales se construisent entre les hommes et les femmes. Elles sont pertinentes. Ça n'est évidemment pas ce que nous faisons à l'école. Ce que nous faisons à l'école, c'est un apprentissage, les ABCD de l'égalité, qui vise à faire acquérir aux enfants le réflexe de l'égalité dès le plus jeune âge. Voilà, alors elle dément, elle ironise, mais elle ne contre-attaque pas violemment, hein, comme Jean-Michel Blanquer. Un mot sur cette stratégie, vous qui l'aviez accompagnée, ça avait été payant ou avec le recul, vous vous dites, finalement, elle aurait peut-être dû être plus agressive? Là, on riait à écouter, Jean-François Copé. Jean-François Copé commenter tous à poil, et on en rit aujourd'hui, mais la vraie différence avec ce qui se passe aujourd'hui, c'était que, il faut se remettre dans le contexte, c'était que là, la fake news est quand même portée par une figure de la droite, légitimé par une figure de la droite, légitimé par des journaux qui ont pignon sur rue, qui font autorité. Le Figaro, on l'a vu avec Benjamin Grange, c'est beaucoup plus ciblé. Et le contexte aussi, c'est on est face à une organisation, la Manif pour tous, qui essaie de rejouer le match du mariage pour tous. Et donc on est face à quelque chose qui est beaucoup plus puissant, dans lequel des parents se sont légitimement inquiétés parce qu'on leur disait que typiquement c'était ce qui circulait dans les SMS, on allait leur apprendre la masturbation en maternelle. Mais alors du coup, c'est intéressant parce que c'est paradoxal, c'était plus violent à l'époque, porté par des politiques, et finalement la riposte était presque moins violente. Je pense que la réaction de la ministre, c'était de penser aux parents qui se retrouvaient dans une défiance vis-à-vis de l'école, et elle ne voulait pas se retrouver dans la situation de braquer des parents qui s'inquiétaient légitimement. Légitimement. Un commentaire sur la stratégie de l'époque comparée à celle d'aujourd'hui? Mais moi, je crois qu'entre les deux des extraits, entre Blanquer et puis Najat Vallaud-Belkacem, il y a Trump qui est passé par là, et la notion de fake news. Et je pense que ce gouvernement se sent beaucoup plus légitime maintenant de brandir, je veux dire, cette notion, alors retraduite en bobard, mais pour moi c'est fake news, parce que le danger maintenant est bien identifié. Donc on essaye d'activer le réflexe chez l'auditeur. Attention, tout de suite. Attention, danger, fake news. Elle n'a pas cet instrument, je dirais, à sa disposition. Voir ce qu'en pense Luc Sedel, habitué à décrypter les bobards, les rumeurs et les fake news sur Internet. C'est Luc Sedel ou Sedel? Sedel, j'ai encore fait mieux. Luc Sedel, bonjour. Alors, que vous inspire ce qu'on vient de dire, hein, les protestations contre la loi Blanquer au regard de celles qu'on a vues il y a quelques années avec Najat Vallaud-Belkacem? Je dirais qu'on est à la fois dans l'hypermodernité et dans l'hyperclassicisme. Dans l'hypermodernité, celle des réseaux sociaux, qui diffusent notamment des fake news, qui diffusent des théories du complot en permanence, de manière massive. Et on est aussi dans l'hyperclassicisme, c'est celui des conflits d'opinion autour de l'éducation. Tout simplement parce qu'en éducation, tout est controversable, donc tout est controversé.
On peut dire c'est de bonne guerre. En fait, c'est pas de bonne guerre, c'est plutôt de la mauvaise guerre. Mais c'est une mauvaise guerre qui revient tout le temps, donc quelle que soit la configuration en place, que le ministre soit de droite ou que le ministre soit de gauche. Quand même, parce qu'on voit que les critiques là, autour de la loi Blanquer, elles viennent beaucoup des syndicats, des parents. On l'a vu avec Najat Vallaud-Belkacem, ça venait beaucoup plus de la droite, voire de l'extrême droite. Ça fait une différence, ça, selon vous ? La différence, c'est que lorsque le gouvernement est de gauche, ça sera plutôt le camp de droite qui va jouer ce jeu-là. Et là, c'est le camp de gauche, en fait. C'est le camp de gauche pour vous, c'est les critiques qui viennent de la gauche avec la France Insoumise, avec les syndicats, quoi. C'est très frappant. Donc ça veut dire que le ministre est de droite, en fait, c'est ça? Oui, c'est pas seulement ça, mais c'est ça aussi. Lors de la présidence Sarkozy, il y avait eu une vague d'accusations similaires qui partait du principe que le gouvernement, en l'occurrence le ministre Darcos, était en voie de supprimer l'école maternelle. Oui, donc c'est une peur récurrente. Aucun gouvernement ne va supprimer l'école maternelle. Cela dit, Jean-Michel Blanquer a aussi dû faire face aux attaques de la droite. C'était fin mars quand l'Est républicain annonce la sortie de la bataille de Verdun des livres d'histoire au lycée, ce qui déclenche l'indignation à droite avec des tweets immédiats de Gérard Longuet, ex-ministre LR de la Défense, comme de Valérie Pécresse, qui parle d'un choix qui offense la mémoire et de son indignation. Quant à Marine Le Pen, elle tape encore plus fort en parlant d'un scandale de trop qui foule au pied le sacrifice de nos soldats. C'est violent là aussi, c'est très politique. Comment vous expliquez là cet embrasement soudain autour d'un sujet d'ailleurs, je précise, qui est aussitôt là démenti par le ministre? On écoute un extrait. Non seulement Verdun n'est pas occulté, mais Verdun progresse, si vous me permettez l'expression. Puisque dans les programmes qui existaient précédemment, Verdun n'était pas nommé. Les nouveaux programmes sont incontestablement un progrès à cet égard et à bien d'autres, puisqu'ils sont chronologiques. Et donc on étudie la Première Guerre mondiale de façon chronologique. Réaction à cette polémique qui a embrasé comme ça Twitter et puis qui s'est éteinte finalement très rapidement. Alors les polémiques sur les programmes d'histoire, c'est un peu comme les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques dans les zones géographiques où il y en a beaucoup. C'est-à-dire que zone sismique, quoi. Ça revient, on ne peut pas dire régulièrement, c'est tout à fait imprévisible. Néanmoins, c'est quand même une sorte de marronnier, mais c'est un marronnier qui ne donne pas toujours les mêmes marrons. Voilà, donc un coup ça va être Verdun. Je me souviens en 2010, c'était Louis XIV et Napoléon ont été ôtés des programmes d'histoire du collège. Mais ça dit quoi alors? Voilà, ça, parce qu'on a vu la réponse du ministre là aussi immédiate. Hein, peut-être que comme on le disait tout à l'heure, Trump est passé par là. Il répond tout de suite à chaque rumeur. Ça dit quoi? Est-ce que ce sont des actions qui sont liées à un ministre ou est-ce que ça dépasse complètement le ministre et quoi qu'il fasse, il n'y peut rien? Je pencherais plutôt pour cette deuxième hypothèse. Je ne dirais pas qu'il n'y peut rien, il peut répondre. Déminer très vite? Déminer, on ne démine jamais totalement. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et Internet et le complotisme, tout reste à l'état latent. Donc on peut déminer au sens, on peut calmer une polémique ou accompagner sa baisse d'intensité, mais elle reste présente quelque part et elle peut toujours ressurgir. Et c'est le cas effectivement pour les programmes d'histoire. D'accord, programme d'histoire, donc en fait quelque part... Conclusion optimiste, hein, on va dire, de votre part. Quoi qu'on fasse, voilà, c'est comme des braises qui reprennent feu à un moment ou à un autre sur ce sujet sensible de l'éducation. Je ne sais pas si c'est une conclusion optimiste. Non, c'était ironique. C'est plutôt pessimiste. C'était ironique, pardon. Je voulais faire d'ironie, ça ne marche pas du tout. Mais c'est votre conclusion. C'est extrêmement facile de lancer une polémique sur les programmes d'histoire. Personne ne connaît tous les programmes d'histoire de toutes les classes par cœur. Donc il suffit de soulever un point dont on pense qu'il va être sensible. Et malheureusement, dans ces cas-là, on a presque toujours partie gagnée. Bon, merci beaucoup. Merci à Marie Lebon, à Pierre-Louis Janin et à Laure Alice Hervé. On se retrouve pour le débrief. Il y a un fantasme récurrent de on va oublier l'histoire de France. Là, on est franchement dans un niveau très très bas, c'est très ponctuel. Ça s'est éteint. Mais quand même avec des personnalités politiques importantes qui réagissent. C'est très étonnant parce que ça signifie que les personnalités politiques ont assez peu confiance dans l'éducation nationale. Parce que comment on peut imaginer que les enseignants vont oublier ou ne pas évoquer la bataille de Verdun?